Au sommaire de ce JT de la radiologie, ACE2 et si c'était la porte d'entrée du virus, on fait le point avec le professeur Éric Delabrousse. Crise du Covid, General Electric livre en urgence des scanners en conteneurs et propose des solutions diagnostiques. Interview avec Marie-Caroline Duréau et Xavier Tarade. Enfin, avec Dominique Nguyen, on va revenir en détail sur l'importance du scanner dans la crise du Covid. Le JT de la radiologie. ACE2, c'est l'acronyme anglo-saxon pour enzyme de conversion d'angiotensine. Alors, Éric Delabrousse, qu'est-ce que c'est d'abord que cet ACE2? Oui, vous venez de le dire. Tout d'abord, c'est l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Ça appartient au système rénine-angiotensine, qui est le système modulateur cardiaque et vasculaire de l'organisme. En fait, c'est l'homologue de l'ACE1, qui est beaucoup plus connu. Et en fait, cet ACE2 a un rôle plutôt favorable. C'est une protéine qui est membranaire et qu'on retrouve sur plusieurs cellules. Son expression est variable et probablement que c'est le lieu de fixation du coronavirus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'intéresse tellement à cet ACE2. Alors, on a eu cette suspicion parce que justement, on retrouve cet ACE sur les cellules des organes où, comme par hasard, il y a des symptômes du coronavirus, c'est ça? C'est exactement ça, c'est-à-dire que ça a commencé par les cellules qui sont les plus porteuses, qui sont les alvéoles pulmonaires, mais on sait aussi qu'on retrouve de façon très fréquente ces ACE2 sur les entérocytes du tube digestif, sur le myocarde, les cellules vasculaires, et donc c'est en toute logique que ce sont ces organes qui aujourd'hui font parler d'eux et qui sont atteints du Covid, le poumon en premier lieu, mais pas que, évidemment. ACE1, ACE2, ça a un rôle antagoniste et notamment dans l'hypertension. Alors, il y a des gens qui prennent des médicaments pour l'hypertension qui vont se demander est-ce que je dois arrêter mon médicament? C'est vrai. En fait, ces inhibiteurs de l'enzyme de conversion, c'est pas mal de molécules qui sont prescrites dans le cadre de l'hypertension artérielle. Il y a eu des papiers, notamment un Lancet Respi, qui était assez inquiétant sur le sujet. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, ces inhibiteurs de l'enzyme de conversion n'agissent pas sur ces ACE2, tout simplement parce que ces ACE2 ont des sites d'interaction plus petits que l'ACE1, qui est la protéine sur laquelle agissent ces molécules. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a des pistes pour dire qu'il faut être plutôt rassuré. En tout cas, les cardiologues aujourd'hui, c'est ce qui se dit et c'est ce qui se fait, disent de ne pas arrêter ces IEC. ACE2, quelle piste ou quel espoir pour le Covid? Ben oui, en fait, on se dit que l'ACE2, en fait, il est à risque s'il est en surexpression, puisque s'il est en surexpression, le Covid va pouvoir intégrer les cellules et donc provoquer ces lésions cellulaires, ces endothélites, ces anomalies, ces microthrombie qu'on a décrits notamment dans le poumon, mais pas que. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs facteurs de risque qui augmentent l'expression de la CO2, c'est notamment l'âge, c'est l'hypertension, c'est les maladies cardiovasculaires, c'est l'obésité, mais c'est aussi, et ça c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est l'interféron. L'interféron, c'est la molécule qui est produite par l'organisme pour en réponse immunitaire. Eh bien, sachez que l'interféron est admis comme étant quelque chose qui surexprime la CO2, et donc lorsque l'interféron est produit par l'organisme pour lutter contre le virus Covid, eh ben, en réalité, il surexprime la CO2 qui est la porte d'entrée du Covid. Donc, les traitements, eh bien, ça serait bloquer ces ACE2 pour que, justement, le virus ne puisse pas se fixer par le spike sur cette protéine membranaire. Et donc, si on arrivait à trouver une molécule qui arriverait à se fixer, à antagoniser, à bloquer ces récepteurs, ce serait sans doute une piste. Aujourd'hui, on est très loin encore d'avoir ce médicament. Dans cette crise du Covid, le scanner a joué un rôle capital, mais en plus, il a fallu aller très, très vite. Tout à fait. Il a fallu vraiment faire preuve d'une belle agilité. Ce qui est important, en fait, c'est qu'il a fallu réagir dans l'urgence et monter des circuits séparés. Et donc, le premier hôpital qui nous a contactés, c'est l'hôpital Henri Mondor de la PHP, qui a ouvert en urgence un parcours Covid aigu avec des lits de réanimation. Et le professeur Luciani a contacté les constructeurs pour pouvoir amener un scanner au plus près de ces patients. Et donc, nos ingénieurs ont réfléchi et avec l'aide notamment d'une
d'une compagnie du nord de la France ont développé la solution d'un scanner dans un container pour pouvoir venir au plus près des patients. Et en fait, ce scanner en container a été développé en 2 semaines. Et je suppose que ça va donner des idées post-crise. Tout à fait, parce qu'il va falloir suivre ces patients Covid, et il y a des recommandations de plus en plus affirmées pour vraiment avoir ces circuits séparés, ces circuits dédiés. Et donc, une des solutions peut être ces scanners en container, mais quoi qu'il arrive, il faut pouvoir équiper ces hôpitaux de circuits totalement dédiés. Il y a une réponse scanner, il y a aussi des réponses logicielles, Xavier Terrade. Oui, tout à fait. Et en fait, aujourd'hui, General Electric a su mettre tout en œuvre avec son équipe logicielle et informatique basée à Buc, à côté de Paris, pour justement essayer de regarder un petit peu les solutions. Donc, la première partie était, est-ce qu'on est capable de fournir les protocoles et bien de valider que les protocoles sont compatibles avec de l'imagerie. Donc, on a récupéré toutes les informations où la pandémie, l'épidémie était premièrement installée, c'est-à-dire sur la Chine, où nous sommes aussi nous avons aussi des scanners. Et en fait, aujourd'hui, on a pu récupérer toutes les informations et communiquer à travers notre réseau d'ingénieurs d'application et notre réseau interne à nos clients et nos utilisateurs les bons protocoles ou les protocoles et des recommandations de protocoles. Deuxième étape, c'était de savoir pour l'imagerie, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et donc, avec l'équipe d'ingénieurs de Buc, nous avons développé des solutions, on a travaillé des solutions pour pouvoir justement faciliter ce diagnostic potentiel. Donc tout ça, c'est un travail en développement. Et enfin, la dernière, c'était finalement comment on arrive à regrouper toute cette imagerie, parce qu'il n'y a pas que le scanner, il y a aussi l'IRM. Et donc aujourd'hui, toute l'équipe travaille avec plusieurs utilisateurs, plusieurs institutions en France, en Europe et à travers le monde pour fournir des solutions. L'apport de l'imagerie en période de Covid. D'abord, Dominique, l'imagerie nous a permis de mieux comprendre le Covid. Oui, bien sûr. Alors évidemment, on est un petit peu en terrain inconnu. C'est une maladie qu'on ne connaissait pas il y a 4 mois, qu'on a découvert comme tout le monde. Et très vite, on s'est rendu compte de l'apport fondamental du scanner, pas de la radiographie pulmonaire, mais du scanner thoracique, puisque c'est une maladie qui s'adresse essentiellement au système respiratoire. Alors, quel a été l'intérêt du scanner thoracique ? Plusieurs choses. Premièrement, le diagnostic. On s'est aperçu que c'est un examen extrêmement fiable, peut-être plus performant que le PCR. Ensuite, ça nous a permis de voir l'importance des lésions et, dans un troisième temps, on s'est aperçu aussi qu'on pouvait avoir une donnée pronostique importante grâce à ce scanner. Donc le scanner, c'est à la fois devenu un outil de triage, un outil prédictif des complications, c'est ce que vous nous dites. Oui, parce qu'on s'est très vite rendu compte que parmi les complications les plus angoissantes qu'on pouvait découvrir, on avait affaire à l'embolie pulmonaire. Et cette embolie pulmonaire, elle est due probablement à une inflammation très importante provoquée par l'agression virale, et le scanner est un outil parfaitement adapté pour pouvoir détecter ces embolies. Grâce à l'imagerie et au travail en réseau, on a pu aussi comprendre plus vite. Alors, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'était une maladie que l'on ne connaissait absolument pas. Et on a été très vite informé par les différentes sociétés de radiologie, qu'elles soient françaises, Société française de radiologie, mais évidemment également la FNMR, et puis aussi les sites étrangers comme le RSNA ou par exemple un site comme Antmini. Et très vite, on s'est formé et lors des premiers cas que l'on a découverts, on n'a pas été très surpris de pouvoir faire un diagnostic assez rapide. Le travail en réseau, c'est aussi les sociétés de téléradiologie qui, elles, avaient une vision nationale de tous les cas et qui ont pu faire remonter, grâce à des comptes rendus standardisés, remonter très très vite les informations. Alors très vite, on a pu bénéficier de comptes rendus standardisés qui nous ont permis de donner à nos cliniciens des renseignements très systématiques, exploitables, en particulier sur l'importance de l'étendue de l'atteinte pulmonaire et sur éventuellement l'évolution pronostique. Le JT de la radiologie.